Bonjour à tous, c'est effectivement un plaisir renouvelé, annuel, d'être parmi vous. Merci à votre nouvelle présidente pour le sujet choisi, qui au départ m'a laissé quand même un tout petit peu perplexe et m'a obligé à sortir un peu d'une zone de confort. Quand cathétériser l'insuffisance cardiaque gauche, a priori avec HTAP. C'est avec la petite flèche, pardon. Voilà. Alors, juste en préambule, rappeler que, bon, ça a été rappelé dans le premier exposé, c'est vrai qu'on a été élevé à l'échocardiographie depuis déjà des années. L'échocardiographie est devenue notre prolongement de cerveau ou de la main. Et finalement, cette histoire d'hémodynamique nous semble réglée par l'échocardiographie sans même plus y réfléchir. Et c'est vrai que quand on y réfléchit, on peut se rappeler quand même que finalement, l'échocardiographie a beaucoup de limites et n'est pas aussi précise qu'on ne le pense, notamment pour l'estimation des pressions pulmonaires et l'estimation des pressions de remplissage. Alors évidemment, il y a des contraintes techniques à évaluer la PAP par la vitesse maximale de la fuite tricuspide, qui peuvent être des problèmes d'alignement, qui peuvent être des problèmes d'échogénicité, qui peuvent être des problèmes purement techniques, mais également l'importance de la fuite tricuspide. Fuite tricuspide laminaire, l'équation de Bernoulli ne s'applique plus. Il y a la problématique, en cas de dysfonction ventriculaire droite, forcément les vélocités intracavitaires vont diminuer, vont de fait provoquer une sous-estimation de cette PAP, et puis surtout la limite majeure qui est l'estimation de la POD dont on a besoin si on veut calculer la PAP systolique. Il faut reconnaître que l'évaluation de la POD par notamment la veine cave inférieure, son diamètre et sa distensibilité reste assez modeste. Alors à gauche, il y a eu plein de méta-analyses qui ont regardé la corrélation, la comparaison entre les critères écho et les mesures hémodynamiques invasives, et souvent ces corrélations sont quand même assez modestes, sauf peut-être quand même pour la Vmax de l'IT qui reste finalement le meilleur. Et pour ce qui est des pressions de remplissage, et je vois par exemple dans le cas clinique qui était présenté dans le premier ou deuxième exposé, je ne me souviens plus, l'échographiste répondait pas d'argument pour une élévation franche des pressions de remplissage. Donc ça vous donne une idée quand même du degré de précision qu'on a à l'échocardiographie pour l'évaluation des pressions de remplissage. Et actuellement, ce qui est conseillé, donc c'est un algorithme basé sur plusieurs critères, tous imparfaits, comme c'est rappelé sur la partie gauche de la diapositive. Vous voyez que la corrélation entre tous ces critères et la mesure exacte de la pression capillaire pulmonaire ou de la PT-DVG reste modeste. Au mieux, on a un indice de corrélation à 0,50, donc c'est quand même moyen. Alors, donc du coup, bah oui, pourquoi pas le cathétérisme cardiaque qu'en attendre. Alors, au moins une mesure supposée précise des pressions pulmonaires, des pressions de remplissage à droite, à gauche, du débit, éventuellement un calcul de Shunt si besoin était, et la mesure de la DAV. Encore faut-il que ce cathétérisme cardiaque à visée hémodynamique, on est bien d'accord, soit bien fait. Et pour ceux qui en font, on sait bien qu'on peut facilement donner des résultats relativement erronés, que ce soit par un zéro qui aura été mal fait, par tout un tas de petits détails techniques qui peuvent tuer quand même le compte-rendu. Et l'exemple le plus typique, par exemple, c'est en bas à gauche, c'est les variations respiratoires qu'on a chez des patients, notamment les patients obèses, ou des patients qui ont un emphysème. Et ça peut être assez délicat d'estimer la pression capillaire pulmonaire, par exemple, quand vous regardez l'importance des variations. Donc classiquement, c'est en fin d'expiration, sur des respirations spontanées, non bloquées, mais encore faut-il que ça soit bien fait. Donc tout ça pour dire quand même que le cathétérisme, qui est le gold standard de l'hémodynamique, n'est pas indemne de certaines limites. Alors pourquoi et quand faire ce cathétérisme? J'ai repéré un certain nombre de situations sur lesquelles on peut dire un mot sans forcément s'attarder trop longtemps pour certaines d'entre elles. Alors bien sûr, le bilan pré-greffe cardiaque, on n'en fait pas tous les jours. Heureusement que les patients ne vont pas tous aller à la greffe, ou dommage. Néanmoins, ça reste là pour le coup un outil indispensable. Pourquoi? Parce que la présence d'une hypertension artérielle pulmonaire qui va persister juste au décours de la greffe, ça ne va pas être très bon pour le greffon qui, lui, a un ventricule droit aux parois toutes fines, qui ne va pas être capable de lutter contre une hypertension artérielle pulmonaire fixée. Donc c'est indispensable. Pardon.
c'est indispensable d'avoir un cathé droit. Alors, c'est juste un petit exemple. Par exemple, voilà, ce patient-là qui a une insuffisance cardiaque avancée, à qui on envisage une greffe cardiaque, il a ses mesures d'un débit à 3,5 litres, une POD à 12, une PAP qui est augmentée, mais ce n'est pas non plus la catastrophe, une PCAP à 19. Est-ce qu'on est OK pour la greffe immédiatement? Pour ceux qui sont forts en calcul mental et rapide, la réponse va être plutôt non. Les résistances pulmonaires, c'est PAP moyenne 37 moins PCAP 19, donc ça fait 18, divisé par le débit cardiaque qui est à 3,5. Donc on a des résistances à peu près à 5 unités Wood. Et vous savez que le seuil qui contre-indique la greffe d'emblée, c'est cette fameuse résistance vasculaire pulmonaire avec un seuil entre 3 et 3,5 unités Wood. Et dans ces cas-là, on va avoir besoin de repasser peut-être par une optimisation plus importante du traitement du patient et puis surtout de faire un test de réversibilité de cet HTAP pendant le cathé, donc de reprendre le patient avec soit un test avec un inotrope, de butamine, lévocimandant, ou un vasodilatateur respiratoire sous la forme de NO inhalé. Donc ça, c'est clair. En cas de, plus banal, d'insuffisance cardiaque gauche avec une HTAP dépistée, ou en tout cas estimée à l'échocardiographie. Alors cette diapositive reprend une des figures centrales des dernières recommandations concernant l'hypertension pulmonaire 2022. Donc c'est tout récent. Et vous savez qu'il y a eu un petit peu de modification quand même par rapport à celle précédente qu'on va revoir très brièvement. Donc il y a 5 catégories d'hypertension pulmonaire. Les spécialistes insistent sur le fait qu'on ne parle d'hypertension artérielle pulmonaire que pour le groupe 1 et pour les autres c'est des hypertensions pulmonaires et non pas artérielle pulmonaire. Et notre insuffisance cardiaque gauche correspond à au groupe 2 de ces hypertensions pulmonaires qui est de loin le plus important dans ces populations avec augmentation de la PAP. Alors, petit rappel sur ce qu'ont apporté ces dernières recommandations concernant la définition et notamment les valeurs seuil utilisées pour la définition de l'hypertension pulmonaire. Ça a un peu changé quand même. Avant, on se calait sur 25 mm de mercure pour la PAP moyenne. Et vous voyez que ça a été quand même abaissé très significativement en quelques années à 20 mm de mercure sur la foi de cohortes montrant que finalement la normale, c'est quand même plutôt en dessous de 20 mm de mercure pour la PAP moyenne. À partir de là, on va distinguer une hypertension précapillaire, postcapillaire isolée ou combinée sur la foi de la pression capillaire pulmonaire avec une valeur seuil qui n'a pas changé pour le coup, qui est à 15 mm de mercure. Et en revanche, des résistances vasculaires pulmonaires qui ont également une valeur seuil qui a diminué, puisqu'on a diminué la valeur seuil de la PAP moyenne. Et maintenant, on se contente de 2 unités Wood, plus de 2 unités Wood. On n'est plus dans l'HTAP postcapillaire isolée. Alors évidemment, l'insuffisance cardiaque gauche, normalement, se situe en HTAP postcapillaire isolé dans la majorité des cas, bien sûr, et parfois dans l'HTAP pré- et postcapillaire combiné. Alors, toujours en reprenant une des figures de ces recommandations, qui sont assez claires sur ce qui est proposé par rapport à cette survenue d'une augmentation de la Vmax de l'IT. Alors déjà, dans toutes ces recommandations, c'est la Vmax de l'IT qui compte, et non plus la PAP qui est sujette à caution à cause de cette estimation de la POD qui est très imprécise, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Donc Vmax avec une première valeur seuil à 2,8. 2,8 ou moins, en principe, on est tranquille. On n'ira pas beaucoup plus loin, sauf si on a réellement des anomalies importantes que j'ai évoquées en haut à droite de la diapositive. Dilatation du ventricule droit, un peu inattendue, une veine cave inférieure qui est dilatée alors que la Vmax de l'IT n'est pas très importante, une OD qui est également dilatée, et puis sur le flux d'IP, par exemple, une augmentation des pressions, sur le flux antérograde pulmonaire, un temps d'accélération réduit, voire un aspect de notch. À ce moment-là, on ira peut-être un peu plus loin, et surtout quand la Vmax est à partir de 2,9, c'est là où on ira également plus loin, dès qu'on a un critère échographique supplémentaire et pour lequel on rajoute ensuite une deuxième strate, donc la petite flèche, je ne sais pas si on l'apparaît, bon peu importe, qui est entourée en rouge. Dès qu'on a un argument pour évoquer une hypertension pulmonaire d'un autre groupe que le groupe 2, celui de l'insuffisance cardiaque gauche, alors ça peut être, je vous ai donné quelques exemples à nouveau en haut à droite de la diapositive.
par exemple, un patient qui a eu un antécédent d'embolie pulmonaire ou même de phlébite. On ne sait pas, après tout, comment les choses ont évolué. Peut-être que l'embolie pulmonaire a donné des conséquences. Le patient, évidemment, qui a une histoire de maladie pulmonaire chronique. Et dans l'insuffisance cardiaque gauche, c'est à peu près 20% des patients qui ont de la BPCO. Certains ont même de l'emphysème. Les patients qui ont une histoire de maladie VIH, et on sait que le VIH peut donner des hypertensions pulmonaires, des hypertensions artérielles pulmonaires, groupe 1, la prise d'un certain nombre de cochonneries comme la cocaïne, les solvants inhalés, vous savez que ça devient quand même maintenant très courant, et puis un certain nombre de médicaments sur lesquels on ne reviendra pas. Donc à partir du moment où on a une Vmax de l'IT supérieure à 2,9, supérieure ou égale à 2,9, et la présence de signes suspects de pouvoir avoir une autre cause d'hypertension pulmonaire que l'insuffisance cardiaque gauche, il faudrait aller au cathé droit. En tout cas, c'est ce qui est dit dans les recommandations. Troisième exemple, qui est assez simple, c'est le patient pour lequel on n'arrive pas à estimer la PAP, et c'est quand même pas si rare que ça, parce que le flux d'IT est insuffisant, parce qu'il n'y a pas de flux d'IP. Mais en revanche, vous avez un certain nombre de critères échos que j'ai décrits en fait tout à l'heure, et là qui sont illustrés sous la forme de petites vignettes. À nouveau, c'est une figure reprise du texte des dernières recommandations de 2022. Quand on a la présence d'un certain nombre, pas d'un isolé, mais de plusieurs de ces critères, à ce moment-là, il faudrait essayer de préciser le niveau de pression artérielle pulmonaire qu'on n'arrive pas réussi à avoir en échographie. Et donc, le cathé droit est également indiqué dans ces situations. Quatrième situation, c'est celle où on se pose la question d'une constriction. Alors, tout à l'heure, ça a été évoqué dans le cadre de l'obésité. Enfin, indépendamment de l'obésité, il y a quelques cas, on en a discuté un tout à l'heure dans un atelier pratique, pour lequel on peut se poser la question. C'est souvent des patients pour lesquels, au contraire, on ne va peut-être pas avoir beaucoup d'hypertension pulmonaire, mais en revanche, on a des signes droits. Et il y a un certain nombre de critères échocardiographiques, j'en ai listé quelques-uns ici, pour lesquels on peut légitimement se poser la question. Le diagnostic de constriction, de péricardite constrictive du moins, il est basé sur deux choses. D'une part, sur un profil hémodynamique particulier, celui d'une constriction, et en l'occurrence d'une adiastolie, et puis sur un diagnostic anatomique du péricarde, où il va y avoir des anomalies, un épaississement et ou des calcifications. Et pour le diagnostic hémodynamique, donc qui est indispensable à ce diagnostic de péricardite constrictive, l'échocardiographie souvent donne beaucoup de critères, et à la limite on pourrait presque se passer du cathé droit, mais quand même dans la majorité des cas, un bon cathé droit permettra de conforter les choses, et vous en avez l'exemple à droite des principales différences entre cardiopathie restrictive et péricardite constrictive, qui sont non pas tant la présence d'un dit plateau, qui est assez peu spécifique, mais que d'une part, l'égalisation parfaite des pressions gauche et droite dans la constriction qu'on n'a pas rarement dans la cardiopathie restrictive, et d'autre part, ces variations respiratoires très marquées dues à l'interdépendance VDVG qu'on a dans les péricardites constrictives et qu'on n'aura pas dans la cardiopathie restrictive. Alors, je crois que c'est... non, pas encore le dernier cas. Diagnostic incertain d'insuffisance cardiaque. Alors, effectivement, ça va être particulièrement vrai en cas de FE préservé, suspicion de FPF, particulièrement vrai quand il y a des facteurs confondants comme l'obésité, une maladie respiratoire, et pour lesquels, comme on l'a évoqué tout à l'heure, finalement, l'échocardiographie n'est pas aussi précise que ça pour dire que les pressions de remplissage sont augmentées. Or, la mise en évidence d'une augmentation des pressions de remplissage est indispensable chez ces patients-là pour affirmer le diagnostic d'insuffisance cardiaque, notamment à FEVG préservé. Donc, je ne vais pas réinsister sur cette figure, donc c'est l'algorithme actuel, mais vous voyez bien en haut à droite de la diapositive, non à gauche, pardon, de la diapositive, que cet algorithme n'est finalement fiable que j'ai beaucoup de patients, mais pas quand il y a une fibrillation atriale, pas quand il y a une grosse calcification annulaire mitrale, quand il y a un bloc de branche gauche, une grosse hypertrophie ventriculaire gauche ou un électroentraînement permanent. Donc ça fait quand même beaucoup de patients pour lesquels finalement on risque d'être un peu gêné à l'échocardiographie. Donc dans ces cas-là, quand on n'arrive pas à la bonne conclusion à l'échocardiographie, ce qui est recommandé, c'est d'aller plus loin. Alors bien sûr, le stress diastolique, donc l'échocardiographie avec un test d'effort, levé de jambe, mais enfin au mieux plutôt un test d'effort avec quelques paliers, 25 watts, 50 watts, voire plus si besoin, et avec un certain nombre de valeurs seuil qui sont rappelées en bas à gauche, qui vont permettre d'affirmer l'existence d'une élévation des pressions de remplissage, sans la quantifier exactement, mais en tout cas, il y a une élévation des pressions de remplissage anormale
à l'effort. Et puis, l'autre possibilité, c'est de faire un cathé avec un cathé à l'effort. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont déjà fait un cathé d'effort. Quand même peu pratiqué, pas très facile, et on aura du mal à convaincre les collègues de s'y mettre. En revanche, je pense qu'il est bien de rappeler que on peut faire au moins un cathétérisme simple, et notamment au cours d'une coronarographie qu'on va faire très souvent chez ces patients au final, de mettre une sonde à l'intérieur du ventricule gauche, ne serait-ce que pour mesurer une PT-DVG au repos. C'est déjà pas si mal, et d'avoir, en l'occurrence, une PT-DVG, mais sinon ça aurait été une P-cap supérieure à 15 mm de mercure, permet d'affirmer le diagnostic d'insuffisance cardiaque sans aller jusqu'à l'effort. Donc je profite que mon prédécesseur m'a laissé 2 minutes de rab. Merci beaucoup. Donc je vais passer quand même sur cet aspect qui était un petit peu hors de propos, qui était le contexte un peu de réanimation où le cathé reste quand même probablement pertinent. Alors, j'ai vu tout à l'heure, comme dans les deux premiers exposés, que le cathétérisme cardiaque dans l'insuffisance cardiaque, finalement, restait de routine, peut-être même, pour un certain nombre de centres, ce qui n'est pas le cas en France. Et je finirai juste avant de conclure avec cette diapositive pour rappeler que finalement, c'est vrai que cette évaluation hémodynamique est un petit peu, a peut-être été trop vite abandonnée, est un peu remise au goût du jour actuellement, notamment par le biais de la télésurveillance et de l'outil de télésurveillance que sont ces capteurs de pression implantables. Alors, certes, on peut avoir une estimation par une sonde de stimulation de défibrillateur, mais souvent c'est un peu moins précis. En revanche, ces petits capteurs de pression implantés dans une branche de l'artère pulmonaire permettent d'avoir un monitorage continu de la PAP diastolique. Et maintenant, on a 3, non pas 1, mais 3 essais randomisés, et comptez bien fait, hein, dont un sans sponsor industriel, qui est celui en bas à droite, avec des procédures sham, et qui montrent que la présence de ce petit capteur, finalement, doit aider quelque part la prise en charge, puisqu'on a au final, finalement, une diminution des événements sur une période de suivi de 6 mois ou d'1 an. Voilà. Donc en conclusion, quand proposer un cathétérisme dans l'insuffisance cardiaque gauche, c'est une petite conclusion, s'il y a un doute sur l'origine, autre que l'insuffisance cardiaque gauche par elle-même, avec une possible conséquence thérapeutique, quand même envisager qu'on ne va pas faire un cathé s'il n'y a rien derrière, et garder en mémoire que ce cathétérisme reste complémentaire. Hein, ça ne se substitue pas, les fameux gold standards, tout ça, quelque part il y en a, mais une analyse hémodynamique doit être multiparamétrique, et dans les multiparamètres, il reste la clinique et l'échographie qui doit rester associée. Merci pour votre attention.